Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, nous allons parler microbes, mais pas n'importe lesquels, ceux que nous hébergeons et qui nous sont indispensables. Et ils sont nombreux. Vous, moi, nous sommes plus microbiens qu'humains. Et certains de ces microbes, que l'on appelle le microbiote, nous caractérisent au même titre que nos empreintes digitales. Incroyable! À chacun son microbiote. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Héberle. Bienvenue. Vous êtes professeur d'immunologie à l'Institut Pasteur. Et Alexis Mosca, docteur Alexis Mosca, vous êtes gastropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Bonjour. Alors, le microbiote, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Monsieur Héberle, qu'est-ce que le microbiote? Alors, le microbiote, c'est tous les microbes qui vivent avec nous. On en a partout, sur la peau, dans l'intestin, dans les cheveux. En fait, vous êtes un tas de bactéries et moi aussi, quoi. Exactement. En fait, on est plus bactérien qu'humain. On a 100 fois plus de bactéries qu'on a de cellules. Qui sont 100 fois propres. plus de 100 fois bactéries plus. que de cellules humaines? Ah oui, d'accord. Et on dit d'ailleurs que c'est pas très glamour, mais que dans 1 gramme de matière fécale, il y a plus de bactéries que d'êtres humains sur Terre. C'est vrai? C'est ça, Ouais. c'est ça. Il y a à peu près 100 000 fois plus de bactéries totales sur notre corps que d'habitants sur la planète. Mais on a l'habitude de dire que les microbes, c'est pas très propre, c'est pas très bien, ça provoque des maladies. Là, pas du tout. Alors non, les microbes, bien sûr, peuvent provoquer des infections, mais le microbiote, par exemple dans l'intestin, nous est absolument nécessaire pour digérer. Il y a des choses comme la salade, comme des pâtes qu'on ne pourrait pas digérer sans les microbes. Ils nous synthétisent aussi des vitamines, et des vitamines que les bactéries font pour nous. Et aussi la défense. Les bactéries nous défendent contre des bactéries qui sont méchantes. Donc comment ça se passe quand on est dans le ventre de sa maman? On est stérile. Oui. Donc tout se passe quand on sort Oui. du ventre de la maman. Alors Oui. racontez-moi un petit peu à quel moment on est colonisé par ces bactéries. Quand on est exposé. On est exposé d'abord aux microbes de la mère. La mère, la première qui va, entre guillemets, infecter l'enfant, c'est-à-dire coloniser l'enfant avec les bactéries qu'il aura besoin dès la naissance. Et ensuite, après, par la nourriture, par le lait, mais ensuite, après, par la nourriture solide, il y a plein de bactéries qui vont venir coloniser l'enfant. Est-ce qu'il y a une influence, par exemple, si on accouche par césarienne ou si on accouche par voie naturelle? Tout à fait. Le microbiote par voie naturelle sera plutôt le microbiote anal ou vaginal de la mère qui viendra en premier coloniser l'enfant, alors que par césarienne, ce sera plutôt le microbiote de la peau. Mais là, je m'adresse aux gastropédiatres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une césarienne, on aura après des conséquences sur sa vie future? Alors pour l'instant, on commence à mettre en lumière un petit peu ces facteurs-là. On a l'impression effectivement que dans l'explosion que représente effectivement l'arrivée de tous ces microbes chez un nouveau-né qui est au début sans microbes, très très rapidement dans les premières heures de vie, on a des milliards de microbes qui colonisent l'enfant et effectivement très précocement, en fonction de la façon dont l'enfant est né par césarienne ou par voie basse, ou la façon dont il est alimenté, ces microbes vont être un petit peu différents au début. Et d'un autre côté, on a des études épidémiologiques qui nous montrent que, par exemple, le fait d'être né par césarienne augmente, par exemple, le risque d'avoir des maladies allergiques, par exemple, à l'âge de 5, 6, 7 ans, donc de façon assez lointaine. Oui, mais ça, on ne le sait pas. Enfin, on ne nous le dit pas. Quand vous accouchez par césarienne, on ne vous dit pas c'est plus risqué pour l'enfant, il aura plus de risques de Alors, faire des allergies. ce sont des risques, ce ne sont pas des causes, c'est Ouais. un sur-risque par rapport à la population générale. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant bien établi par les études épidémiologiques. Monsieur Héberle, je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure en lancement. On a chacun son microbiote. Il est vraiment aussi personnalisé que les empreintes digitales? Oui, on a chacun son microbiote parce qu'on a des centaines et des centaines d'espèces. Alors, il y a des espèces qui se chevauchent dans leurs fonctions. Alors, vous avez une bactérie A, moi la B, mais qui feront le même travail. D'accord. Par contre, il y a à peu près 50 types de bactéries qui existent. On n'en a que 2 majeures dans l'intestin. Donc, on sélectionne très fortement le type de bactérie qui vit avec nous. D'accord. Donc, si je veux savoir qui vous êtes, si je veux vous reconnaître, je prélève un petit morceau de votre microbiote et je sais exactement ce qui vous caractérise. C'est une idée qui court, c'est qu'on peut repérer les gens d'après leur sel. D'accord. Il se forme justement à quel âge il est quasi définitif?
Alors, pendant l'allaitement, le lait aura une pression sur le type de bactéries qui vient vivre, mais quand on passe à la nourriture solide, les bactéries qui viennent coloniser l'intestin aura la forme de celui d'un adulte. Et est-ce qu'il est bon, par exemple, d'allaiter longtemps ou est-ce qu'il vaut mieux diversifier l'alimentation vers 6 mois, justement, pour fabriquer toutes ces bactéries? Enfin, il n'y a pas que des bactéries, hein, il y a aussi des champignons et d'autres choses. Des virus. Des virus. Moi, je pense que l'évolution nous a sélectionnés à fonctionner de façon naturelle. Je ne saurais pas dire quel est l'âge optimal, mais je pense qu'il y a un âge optimal qui s'est fait durant l'évolution. Ça doit être autour des 4-6 mois. Tu sauras mieux que moi. Pour la diversification. En fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir l'idée que ce microbiote, il a complètement coévolué avec nous à travers les âges et s'est adapté au fur et à mesure de notre évolution, de l'évolution de notre espèce. C'est un véritable écosystème, finalement. Exactement. En fait, c'est un peu comme une révolution copernicienne. On n'est pas un organisme, on est un écosystème. On est une sorte de forêt où, effectivement, nos propres cellules représentent une infime partie. Et donc, ce système qui a évolué, effectivement, est soumis à tous les facteurs d'environnement et les choses un peu nouvelles, comme les antibiotiques qui datent de milieu du XXe justement, siècle. Parlons des antibiotiques. Quand on donne des antibiotiques à un enfant de 1 an, on va perturber son écosystème, sa flore, son microbiote. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose dont les gens commencent à prendre conscience, parce qu'on commençait à prendre conscience des risques de résistance aux antibiotiques. Hein. Ça, c'est quelque chose dont on avait l'idée. Mais on se rend compte aujourd'hui que donner des antibiotiques très tôt dans la vie, dans la première, dans la deuxième année de vie, a un impact négatif sur le microbiote avec des conséquences à long terme, pas seulement au moment de la première année de vie, mais aussi ça peut favoriser l'apparition là aussi d'allergies, d'obésité, de maladies inflammatoires plus tard dans la vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire? Donner des antibiotiques dans la première année de vie, ce qui est assez fréquent somme toute, Alors, c'est peut fréquent, entraîner plus tard des problèmes d'obésité, des problèmes d'allergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, encore une fois, on est dans des sur-risques par rapport à la population générale. Alors, ce qu'il faut faire, tout d'abord, il faut savoir qu'effectivement, c'est fréquent, puisqu'il y a à peu près 1 enfant sur 2 de moins d'1 an qui prend un antibiotique. Et alors, même si c'est assez difficile à l'évaluer, on sait qu'il y a entre 1/3 et 2/3 de ces antibiotiques qui ne sont pas parfaitement justifiés. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est raisonner la prescription d'antibiotiques et ne les donner que quand ils sont nécessaires, parce que, bien sûr, on ne va pas s'arrêter de donner des antibiotiques qui peuvent sauver la vie des enfants. Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours un équilibre à trouver. Si, évidemment, votre infection met votre vie, pas en danger, mais peut vous rendre très malade, il n'est pas question de ne pas donner l'antibiotique. En revanche, on peut réfléchir à 2 fois à l'utilité réelle de le donner. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit de plus en plus, surtout dans ces premières années de vie qui sont probablement cruciales au moment de l'installation du microbiote intestinal. Et vous nous parlez d'allergies. Quelle est l'influence du microbiote sur des allergies à venir dans la vie adulte? Alors, pour l'instant, ça repose un peu sur des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on voit, quand on suit les enfants plusieurs années, on voit que quand ils étaient tout petits, les enfants qui vont devenir allergiques plus tard, avaient un microbiote différent de ceux qui ne vont pas devenir allergiques. Par exemple, en particulier, il est moins diversifié. Et donc, on a l'impression que ce qui se passe là, encore une fois, dans les premières semaines, premiers mois de vie, cette moindre diversification va peut-être influencer la formation du système immunitaire de l'organisme pour aller dans un sens de plus d'inflammation, plus d'allergie. Vous m'avez parlé aussi, en préparant l'émission, de la propreté, notamment d'une étude qui avait été faite sur les mamans qui suçaient les tétines et d'autres qui les faisaient bouillir. Et ça aussi, ça a une influence sur notre microbiote et après sur les allergies à venir. Racontez-nous. Oui, alors c'est une étude un peu anecdotique, mais elle est assez rigolote, c'est-à-dire qu'il y a des mamans... Mais rigolote, on s'en moque. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Oui, elle est vraie, mais elle peut être soumise à plusieurs biais. C'est pour ça que je la qualifie d'anecdotique. Mais il a été montré que chez les mamans qui avaient tendance à nettoyer la tétine en la léchant, en la suçant, leurs enfants avaient moins d'allergies que les enfants qui avaient des mamans qui avaient tendance plutôt à stériliser les tétines. Tous ces travaux, c'est très bien, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que vous avez pratiqué ce qu'on appelle des transplantations fécales, pas facile à dire.
Donc là, c'est pour traiter certaines pathologies. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a mis en évidence ces problèmes de microbiote, la problématique qui vient, c'est comment est-ce qu'on peut moduler, comment est-ce qu'on peut restaurer un bon microbiote. Est-ce qu'il y a un microbiote idéal déjà? Alors, c'est difficile à dire. Il n'y en a probablement pas un universel pour tout le monde. Mais chacun a probablement un bon microbiote pour lui. Fermons la parenthèse. Donc, alors, comment on fait pour le moduler? Donc, on peut essayer de donner ce qu'on appelle des probiotiques, des prébiotiques qui sont maintenant largement diffusés dans le commerce, même dans l'industrie agroalimentaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, les effets cliniques vraiment de ces rajouts de prébiotiques et probiotiques ne sont pas manifestes. De l'autre côté, on peut complètement changer le microbiote, c'est-à-dire faire un transfert de flore, on transfère la flore de quelqu'un d'autre au patient malade, et à ce moment-là, ça a un effet spectaculaire dans une maladie très particulière qui s'appelle la colite à Clostridium difficile, qui est une infection digestive, qui est justement souvent liée à des prises d'antibiotiques, et qui peut être donc traitée quand elle est récidivante, quand elle ne réagit pas au traitement. Et donc là, on arrive à l'éradiquer. Donc en fait, on va remplacer une bactérie pathogène, nocive, par une bactérie nouvelle qui va prendre sa place, qui va nous débarrasser de la nocive. Oui, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on restaure des compagnons de défense, c'est-à-dire des compagnons qui vont permettre de se débarrasser de la bactérie. C'est-à-dire ce n'est pas nous qui allons nous en débarrasser, ce sont les autres bactéries de l'intestin qui vont permettre de s'en débarrasser. 30 secondes sur l'obésité. On a fait une expérience, je change complètement de sujet, sur des souris obèses auxquelles on a transplanté le microbiote sur des souris maigres. Et là, on s'est aperçu que... C'est ça. On s'est rendu compte que des souris qui sont obèses ont un microbiote qui rend des souris normales, minces, obèses aussi. Et chez l'homme, on a trouvé la même chose. Et le contraire, est-ce que sur des souris qui ont un microbiote mince, on peut provoquer, faire maigrir des souris obèses? L'expérience a été faite dans un sens, pas dans l'autre. Ah ben, il faudra la faire. En tout cas, je crois que notre microbiote nous réserve beaucoup de surprises et nous en reparlerons. C'est un vaste sujet avec beaucoup d'indications, notamment sur des maladies neurologiques, sur de la dépression, sur l'autisme, voire maladie d'Alzheimer. Nous en reparlerons et nous vous réinviterons. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle que ce livre est sorti. Il est absolument remarquable. Il est drôle, intelligent et c'est le charme discret de l'intestin. Et c'est aux éditions Actes Sud. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur LCI.